Avant de disparaître suite à sa faillite en septembre 2017, la chaîne américaine de magasins de jouets Toys R Us était une multinationale très fréquentée, notamment au moment des fêtes de Noël, mais aussi toute l'année par certaines familles qui aimaient s'y balader le week-end. C'était également un lieu de prédilection pour faire des achats lorsque l'anniversaire d'un enfant ou d'un adolescent approchait. Mais dans cette vidéo, vous allez voir que Toys R Us a aussi été la scène d'un crime terrible au début de l'été 2013, avec l'assassinat d'un responsable de magasin apparemment aimé de tous. Son assaillant a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de l'établissement avant de s'évanouir dans la nuit, laissant derrière lui pour seul indice une casquette de supporter de football. Cette histoire s'est passée dans la ville d'Hambourg, 60 000 habitants, dans le célèbre État de New York, aux États-Unis. C'est dans cette ville que réside Larry Wells, 35 ans, directeur adjoint de l'un des célèbres magasins de jouets Toys R Us, le paradis des enfants. L'homme est marié avec Jill, sa femme, qu'il connaît depuis le lycée, et de leur union est née une petite fille, Maddie, 4 ans. Jill a récemment appris qu'elle était de nouveau enceinte et que la famille allait par conséquent s'agrandir prochainement. Larry est gestionnaire de la boutique depuis 6 ans maintenant et il semble être apprécié de tous. Il est décrit comme un adulte ayant gardé son âme d'enfant, il a donc trouvé le job idéal pour être heureux de se rendre au travail tous les matins. Côté vie privée, il est décrit comme un père et un compagnon dévoué, aucune ombre à l'horizon. Niveau professionnel, il est particulièrement apprécié de ses équipes grâce à ses méthodes de management. Pour lui, gérer ses employés, c'est un peu comme gérer des proches et il veut que chacun se sente comme au sein d'une grande famille. Il estime ainsi que s'ils sont heureux de venir travailler, ils seront plus productifs et plus efficaces dans leur mission. Tout semble aller pour le mieux donc pour Larry Wells, aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Et pourtant... Dans la nuit du 29 juin 2013, Larry, accompagné d'une poignée d'employés, travaille à l'inventaire du magasin entre 1h et 5h du matin. En plus de cela, une livraison importante doit avoir lieu aux petites heures du matin. Alors que tout le monde s'affaire à faire les comptes, l'un des manutentionnaires entend une sorte d'alarme se déclencher. Une alarme qu'il n'a jamais entendue et qui n'émet pas un son typique des alarmes de sécurité. Il appelle alors Larry avec son talkie-walkie pour lui demander ce que c'est et comment l'arrêter. Il est 4h24 du matin. Aucune réponse, alors quelques minutes plus tard, un autre employé se dirige vers les locaux du patron, pénètre dans son bureau et là, stupeur. Larry gise sur son siège au milieu d'une mare de sang. Et il y en a partout sur son siège, sur le sol et les murs. Une scène particulièrement traumatisante et extrêmement violente pour l'employé qui ressort affolé pour prévenir ses autres collègues. Il est 5h47 du matin lorsque les équipes composent le 911 pour alerter les secours. 911 emergency. Toys R Us. Okay, what's going on? I don't know. He was shot. Toys R Us? Is he inside? Yeah. Is there anybody else there? Yeah, I have 2 other guys with me. Oh my God. Was he there with you? Oh my God. Okay, what's going on there? Who's there with you? I'm a stacker and we had a manager looking at 4 o'clock. We were on Road and I let somebody in. And then another guy just told me the toy store was open and that's how one of the other stackers got. Il ne faudra que quelques minutes pour que la police d'Hambourg, accompagnée d'une équipe du SWAT, arrive sur les lieux.
L'unité d'élite a été mobilisée sur cette intervention car personne ne sait où est l'agresseur et personne dans le magasin ne semble l'avoir vu. De plus, après l'échange qu'ils ont eu au téléphone avec les employés, l'inconnu pourrait être lourdement armé. À l'arrivée des secours, Larry Wells est encore vivant, mais son pouls est très faible. Il est immédiatement embarqué par les ambulanciers en direction de l'hôpital d'Hambourg et c'est dans le véhicule de secours qu'ils vont se rendre compte que Larry n'a pas été victime de tirs par arme à feu, mais présente en fait de multiples lésions par arme blanche. Il n'arrivera malheureusement pas à l'hôpital à temps, ses blessures étant beaucoup trop graves pour lui épargner la vie. L'enquête pour assassinat commence et une équipe de la police scientifique est mobilisée dans le Toys R Us d'Hambourg. La scène de crime montre que l'agression a été particulièrement violente et sanguinaire. Dans le bureau du directeur, la police retrouve sur le sol une casquette dorée et noire. Une casquette de l'équipe de football américain des Florida Gators du championnat de 2007. Elle a sans doute été perdue par l'agresseur lors de son crime. C'est le seul indice matériel laissé par le tueur, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul élément qui va intéresser les enquêteurs. Les images de vidéosurveillance du magasin vont bien sûr être saisies et révéler d'autres informations. La vidéo montre un individu pénétrer dans le Toys R Us à 4h24 du matin. Souvenez-vous, c'est à la même heure qu'un employé du magasin a entendu une sorte d'alarme se mettre en marche. D'après ses mouvements dans les rayons, les enquêteurs ont l'intime conviction que cet inconnu, qui semble être un homme malgré le fait qu'il soit totalement grimé, connaît particulièrement bien l'établissement. Il zigzague dans les allées en tentant d'éviter au maximum les caméras de surveillance. Il est 4h32 lorsque le suspect pénètre dans les bureaux du directeur. À 4h39, les images sont coupées, sans doute à cause de la mise hors tension du système de vidéosurveillance du magasin. La casquette de supporter retrouvée sur la scène de crime va être exploitée et des échantillons ADN prélevés et isolés avec succès. Malheureusement, il ne correspond à celui d'aucun délinquant ou criminel enregistré dans les bases de données génétiques des autorités. Le meurtrier est sans doute inconnu des services de police. L'enquête suit son cours et l'ADN de tous les employés du Toys R Us va être prélevé avec l'espoir que l'un d'entre eux parle et corresponde à celui de l'assaillant, mais sans succès. Mais une ancienne affaire troublante va revenir à la mémoire des enquêteurs. La police sait qu'elle a affaire à un tueur armé d'un couteau qui n'est pas référencé dans la base de données génétique nationale, alors ils vont fouiller la base de données locale et trouver le nom d'un potentiel suspect. L'individu en question vient tout juste de sortir de prison. Il a été arrêté alors qu'il conduisait une voiture volée appartenant à un employé du Toys R Us. Un grand couteau avait été retrouvé dans la voiture lors de son arrestation. Une équipe est envoyée jusqu'à la ville de Buffalo, toujours dans l'État de New York, pour obtenir l'ADN de cet homme. N'ayant pas de mandat, la police va devoir utiliser la ruse pour parvenir à ses fins. Après l'avoir pris en filature, l'homme est aperçu jetant un mégot de cigarette par la fenêtre de sa voiture. Celui-ci va être récupéré et envoyé pour être analysé. Mais c'est une nouvelle fois une déception, l'ADN ne matche pas et il va lui aussi être exclu de la liste des suspects. L'enquête va durer des jours qui vont se transformer en semaines et les habitants d'Hambourg ainsi que les employés du magasin vont commencer à craindre que ce crime ne se transforme en cold case
et que l'agresseur de Larry Wells parvienne à échapper aux griffes de la justice. C'est également une crainte pour ses proches, notamment Jill, sa femme, enceinte de leur deuxième enfant au moment des faits. Et à force de tourner en rond dans leur bureau, les enquêteurs vont finir par revenir sur leurs pas et se rendre compte qu'un des employés n'a en réalité jamais réalisé le prélèvement ADN demandé par la police. Il s'agit d'un certain Bernard Gruska qui n'est autre que le responsable régional de la sécurité des magasins de jouets. Sa mission principale est de réduire les pertes, autrement dit les vols dans les magasins Toys R Us. Il ne cesse de jouer au chat et à la souris avec les enquêteurs et trouve toujours une bonne excuse pour expliquer pourquoi il n'a pas le temps de se faire écouvillonner. Le 14 août 2013, la police parvient à coincer Gruska après l'avoir suivi en voiture alors que celui-ci rend visite à son père. Ils vont lui expliquer qu'ils ont vraiment besoin de son ADN et que le prélèvement ne prend que quelques secondes. L'homme mis au pied du mur s'exécute. Coïncidence cocasse qui n'en est peut-être pas une, les enquêteurs vont remarquer que la voiture du père de Bernard a un sticker des Florida Gators, la fameuse équipe de football, collé sur la lunette arrière. Environ 100 jours après le meurtre, les résultats tombent. L'ADN retrouvé sur la casquette des Florida Gators correspond à celui de Bernard Gruska. La police se rend sans attendre à son domicile pour l'interpeller et le placer en garde à vue. Malgré les preuves accablantes, Gruska va dans un premier temps nier toute implication dans le meurtre de Larry Wells. Mais la perquisition menée à son domicile va révéler des éléments encore plus dommageables pour sa défense. Bernard Gruska avait visiblement un train de vie fastueux. Chez lui seront retrouvés des véritables stocks de jouets et d'objets électroniques de grande valeur que le chargé de sécurité revendait visiblement sur Internet sur la plateforme d'enchères eBay. Il sera également découvert que malgré les apparences, l'homme a des dettes impressionnantes, avoisinant les 1,2 million de dollars. Un crédit pour une grande maison à 450 000 dollars et une voiture Cadillac Escalade de modèle récent, véhicule estimé à plus de 100 000 dollars. Bernard Gruska est arrêté et inculpé pour le meurtre de Larry Wells, son directeur. Il passera finalement à table durant son procès, avouant avoir largement utilisé son poste de responsable de la sécurité pour détourner pas moins de 200 000 dollars de marchandises. Il plaide coupable d'homicide involontaire au premier degré, admettant qu'il est rentré dans le Toys R Us tôt cette matinée de juin 2013 avec l'intention de subtiliser le contenu du coffre du magasin. Il se serait alors retrouvé face à son directeur et dans la panique l'aurait attaqué avant de quitter les lieux. Jill, la veuve de Larry, dira au tribunal que Gruska lui a volé son mari et son meilleur ami. Nous étions censés vieillir ensemble, élever nos enfants ensemble et les voir grandir, a-t-elle déclaré, mais au lieu de cela, il nous a été enlevé. En juillet 2014, un peu plus d'un an après son crime, Bernard Gruska est condamné par la Cour de justice de New York à la peine la plus sévère pour ce type d'accusation dans cet État, 25 ans de prison pour le meurtre sanguinaire de Larry Wells au début de l'été 2013. Dans sa conclusion, le juge précisera que son poste à la tête de la sécurité régionale des magasins Toys R Us lui a largement facilité les vols, ainsi que les accès et intrusions dans différentes enseignes du magasin partout à travers l'État.
Sa connaissance des systèmes de sécurité utilisés dans chaque boutique lui aura permis d'éviter de laisser trop de traces et de ne pas se faire attraper plus tôt. Des doutes ont été émis sur la possibilité d'un assassinat prémédité. Il faut dire que Bernard Kruska, qui raconte être venu sur les lieux uniquement pour un vol, était armé d'un couteau. Peut-être que Larry avait découvert que Bernard volait et détournait de la marchandise. Celui-ci aurait alors maquillé son crime en cambriolage qui aurait mal tourné. Cette thèse ne sera pas retenue par la cour, faute de preuves concrètes. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à lui donner de la force en la likant, la commentant et la partageant. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et moi, je te dis à très vite pour de nouvelles histoires vraies.